et à tous pour ce troisième atelier dit sociétal du Mondial de l'automobile version 2014. Les femmes qui ont été très présentes au cours des deux premiers ateliers que nous avons sociétaux que nous avons animés ici et pratiqués ici, puisque le premier sujet était l'art de l'automobile. Les femmes étaient là, sans être trop là, le plateau était très masculin. Et le deuxième de ces ateliers était, et vous en parliez à l'instant, vous l'évoquiez à l'instant, l'automobile et la mode, en écho à l'exposition qui se tient au 8 et que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est le parcours de l'automobile au siècle dernier, accompagné par les plus emblématiques représentations de la mode. Et c'est là qu'on voit en effet que l'automobile et la mode ont des parcours très très proches. Merci donc d'être ici avec nous aujourd'hui pour cet atelier intitulé « L'automobile française en voie de féminisation », on s'en serait douté. Quelles avancées de ces métiers? Il s'agit d'un atelier, il s'agit d'une table ronde. Vous êtes évidemment invités, il n'y aura pas d'espace questions à la fin de cet atelier. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, si vous souhaitez interroger, intercepter nos discussions, n'hésitez pas, nous sommes immensément nombreux, ça devrait être très très facile de pouvoir échanger comme ça. En effet, c'est beaucoup plus simple ainsi que d'essayer de se souvenir ce qu'on a dit, le contexte, etc. C'est très très compliqué. Première constatation, et avant même l'ouverture des discussions, les femmes dans les métiers de l'automobile, ce n'est plus de la science-fiction. Et ça n'a rien à voir avec le fait que nous ayons organisé il y a 2 ans, ici même, un plateau sur le sujet. 3 constructeurs, vous savez, automobiles, sont dirigés par des femmes. Il y a Smart depuis quelques années, il y a General Motors depuis 2 ans, je crois, et Linda Jackson est arrivée à la tête de Citroën juste avant l'été. Autre constatation, et c'est un souvenir, c'était il y a 2 ans. C'était je les ai croisés dans le hall 1. Il y avait 150 jeunes filles, 150 étudiantes, toutes avec un petit foulard rose, donc des très jeunes filles, toutes avec un foulard rose, à l'initiative de l'association Elle Bouge, des ingénieurs, des étudiantes dans le secteur de l'automobile qui venaient découvrir le salon avec leurs yeux d'expertes. Voilà, c'est ces associations qui se bougent. Il y a ici Elisabeth Young qui est présidente de Wave. Il y a cette association Elle Bouge. Il y a une multitude d'associations au sein des entreprises, associations ou organisations, et des mentalités qui bougent aussi, qui évoluent, aidées parfois par des lois, aidées surtout par des initiatives mises en place au sein des entreprises et de certains... on va appeler ça des entreprises, des constructeurs ou des équipementiers un petit peu pionniers. C'est ce que nous verrons au cours de cette discussion, encore une fois, très libre. Une longue, très très longue marche qui a commencé il n'y a pas très 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 longtemps, mais qui commence aujourd'hui à s'imposer. Il ne sera pas ici question, quoique peut-être un petit peu à la fin, et ça peut être intéressant, d'évoquer tel ou tel modèle qui serait plus féminin que tel ou tel autre. C'est une tarte à la crème que tout le monde fait, grosso modo, et qu'on fait assez facilement. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis journaliste automobile, où j'ai été assez longtemps à la télévision. Quand une voiture n'est pas assez costaude, ne va pas assez vite, oui, mais elle a été pensée par et pour les femmes. Donc ça, on va éviter le truc. Non, mais c'est vrai. On va éviter la chose. Je vais d'abord présenter... le plateau ici présent. Alors en principe, je présente bien évidemment la femme, puisqu'il n'y a pas tellement de femmes sur nos plateaux. Donc je vais commencer par l'homme, évidemment, pour une fois. Harry Salamon, vous êtes... alors je vais reprendre votre qualité exacte afin de ne pas commettre d'impair. Vous êtes directeur général service de Mercedes-Benz France et très préoccupé, très attentif à ce débat depuis de nombreuses années au sein du constructeur automobile. On va appeler
personnel, un fidèle d'Elisabeth, pardon, et de sa cause, et avec des résultats à la clé. On en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure et on parlera avec le micro, parce que pour la télévision, sans le micro, après on n'entend plus, étant donné qu'il y a des millions de personnes qui nous regardent ensuite sur les sites du CCFA, etc., etc. Il faut parler dans le micro, c'est comme ça. On va changer de côté. Vous avez évoqué Elisabeth Young, bonjour. Vous bonjour, êtes présidente, on se connaît très bien, vous êtes présidente de WAVE, acronyme de Women and Vehicles in Europe. Donc ce sont les femmes et les voitures en Europe. Voilà, vous avez un long parcours dans l'automobile que vous avez commencé il y a donc 2-3 ans. C'était chez Rover, pour les plus jeunes d'entre nous. 2-3 ans, non, c'était une marque automobile qui n'est plus. Vous avez un long parcours aussi bien au sein des services financiers, administratifs et financiers. Vous avez dirigé Asie Motors, c'était Asie Motors, Asie Auto à l'époque. Asie Auto qui vous aviez... C'était peut-être un précurseur là-dessus, parce qu'on dit précurseur et non précurseuse. La semaine dernière, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale encore, il fut relevé, Madame le Président, ça ne fonctionne pas. Donc, Madame le Président de l'association WAVE, je suis absolument ravi de vous accueillir. Merci. Voilà. À côté de vous, il s'agit de Virginie de Chassé. Vous êtes directrice de la communication interne de PSA Peugeot Citroën depuis près de 2 ans maintenant. Et vous êtes ici, outre votre qualité de femme, vous êtes ici puisque vous êtes présidente du réseau femmes de PSA Peugeot Citroën, qui se dit également en anglais Women Engaged for PSA. Voilà, histoire de faire bien un constructeur français. Et comme ça fait WEP. Et comme ça fait... Ah oui, ça fait WEP. Ça fait WEP, qui a été créé en 2010. Vous nous en parlerez tout à l'heure. On va continuer comme ça. C'est très bien. Vous avez des notes. Oui, j'ai des notes. Bon, ben, très bien. Pourquoi pas. C'est une belle initiative. Je reprends. Voilà. Virginie Stoder, vous êtes notamment vice-présidente de la branche VP du CNPA. Oui, tout à fait. Et vous êtes notamment aussi concessionnaire automobile. Des marques. Peugeot et Volkswagen. Oui, parce que c'est sur l'autre page. Donc, voilà, en Haute-Marne et en Meuse. Voilà. Et RA, des marques Fiat, Alfa Romeo et Suzuki, oui, ça marche toujours, ça, aussi. Voilà, vous représentez à peu près tout le panel d'automobiles. Une partie. Ben, si on veut acheter une voiture en Haute-Marne ou dans la Meuse, on passe obligatoirement par vous. Pardon. Jamila, alors je vais essayer de retrouver votre... Voilà, Yebri. Vous êtes directrice gamme de produits contrôle d'émissions de Faurecia. Alors vous nous expliquerez un petit peu ce que c'est, parce que c'est un peu... Voilà, c'est un titre, c'est un bon titre. En principe, c'est voilà, on comprend pas tout, mais enfin, on est tout à fait d'accord. Ça fait 10 ans que vous travaillez dans la recherche et le développement chez des équipementiers. Non, ça fait 20 ans que je suis dans le... Alors avec le micro, ça marche aussi mieux, s'il vous plaît. Là, tout marche, là, tout marche. Ah oui, ça marche. Non, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie automobile. J'ai fait 10 ans en recherche et développement. Ensuite, j'ai fait 8 ans en direction commerciale et marketing, un peu de management de business unit. Donc dans des grands groupes, hein, Nokia, donc c'était avant l'automobile, mais sinon Sagem, Johnson Control, Valeo. Et donc depuis le début de l'année, je suis chez Faurecia. Et le contrôle des émissions, c'est tout simple. Hein. Si vous ne voulez pas que vos voitures polluent, il faut passer par moi. Très bien. On représente 25% de part de marché au niveau mondial. Donc voilà. Donc c'est les systèmes en fait qui permettent de dépolluer, de filtrer à la fois les particules et tous les produits nocifs qui sortent du moteur. Très bien, voilà de belles précisions. Et à vos côtés, Chloé Gonzalez, vous êtes chef de marché VP Renault. C'est ça. VPP. Véhicules particuliers vendus à particuliers. Donc en gros, pour vous situer, c'est toute la politique commerciale. Les 5 dernières secondes des publicités que vous voyez à la télé avec les offres mensuelles, ben c'est moi. Bon, voilà. Et vous êtes ici aussi en votre qualité de jeune. Nous sommes tous très jeunes, mais un peu plus jeunes. Et nous, voilà. On est en qualité de vieille, c'est ça? Non. Je viens de dire, nous sommes tous très jeunes. Nous sommes tous très très jeunes, mais un tout petit peu plus... Voilà, vous avez 2-3 ans de moins que nous, et vous représentez ce qu'on appelle la génération Y, génération baptisée ainsi, puisque certes nouvelle et qu'il fallait bien trouver un truc. Et ce truc, c'est le fil
le fil des écouteurs, des smartphones, mais ça vous le savez tous, qui fait un Y. Donc cette génération qui n'écoute pas le monde, mais qui s'écoute soi-même, est baptisée Génération Y. Et il nous semblait intéressant d'avoir sur ce plateau le regard de quelqu'un qui découvre ce métier de l'automobile, pour savoir qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes, j'allais dire, combats, si c'en est un, pour s'imposer au sein des entreprises automobiles, que vos devancières. La marche, en parlant de combat, a été assez longue pour vous imposer, puisque longtemps, l'automobile c'était viril, l'automobile c'était les bonhommes, et c'était surtout pas les femmes. Et quand c'était les femmes, c'était à la comptabilité dans l'arrière-bureau du garage, c'était un petit peu ça. Or, maintenant, vous êtes devant, enfin, c'est tout à fait, j'allais dire normal. Pointe encore, sinon cet atelier n'aurait pas lieu d'être. Ce combat, on va commencer par Elisabeth, par vous, parce que vous êtes un peu l'historienne de la chose sur ce plateau, et on verra les expériences personnelles parce que c'est intéressant. Ça a été, et c'est toujours, même moins fort, c'était une longue marche qui a commencé il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les femmes dans l'automobile. Oui, tout à fait. Vraiment s'imposer. Oui, alors nous, on est plus récent dans l'association. On a été créé en 2007, donc sous le nom des Ailes de l'Auto. Et c'est vrai que c'était parti sur la base d'un constat qui manque de femmes, qu'il fallait que ça bouge. On en avait marre. C'était toujours les mêmes personnes qu'on voyait, forcément des hommes. Et en fait, on s'y retrouvait pas. Donc c'est parti un peu sur un coup de tête, comme ça, en se disant il faut qu'on prenne les choses en main. Il faut qu'on arrive à fédérer les femmes, mais également les hommes, pour leur dire qu'il fallait laisser un peu plus de place aux femmes dans l'automobile, parce que effectivement, avec 12% de femmes dans l'automobile, on est loin d'être décideuses, et il fallait qu'on s'appuie sur les hommes qui, eux, pourraient avoir des actions concrètes pour la féminisation. Donc aujourd'hui, avec l'association, qui est une association donc professionnelle, qui couvre tous les secteurs de l'automobile, on a le plaisir d'avoir autant d'hommes que de femmes dans notre association. Il y a environ 400 membres, et de plus en plus on voit des hommes qui viennent à nos événements. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de voir autant de femmes, c'est vraiment très très rare, parce que je pense que le message est bien passé auprès des hommes, comme quoi le fait d'avoir plus de femmes dans l'automobile, ça va amener un équilibre, ça va permettre aussi de voir les choses de façon différente, et ce message on le fait passer également, et bien entendu auprès des femmes, puisque il faut leur dire que le métier est intéressant, qu'il y a des possibilités d'évolution aussi, qu'une fois rentré dans l'automobile, le secteur étant tellement large, on peut toucher de nombreuses compétences. Donc mesdames qui êtes ici présentes, je pense que si vous êtes dans l'automobile, c'est parce que vous avez un vrai intérêt dans le secteur et dans les métiers qui sont encore une fois très variés. Moi, tout à l'heure on le disait, j'ai fait de la finance, des ressources humaines, de la distribution aussi. Justement, et c'était pour ce premier tour de plateau, ton expérience à toi, quand tu es arrivé dans ce monde de l'automobile, il y a donc quelques années, quelle est ton expérience à toi? C'était compliqué, cette expérience, à partir du moment où j'ai voulu avoir des enfants et où j'ai annoncé ma maternité. Et là, j'ai vu que le regard avait changé et qu'on me considérait vraiment plus de la même façon. Au début, quand on sort de l'école, moi j'ai fait une école de commerce, je suis arrivée donc chez Rover, marque qui n'existe plus, un petit peu avec plein d'idéaux, en me disant mais non, il n'y a pas de raison, dans les écoles de commerce, il y a autant de filles que de garçons, il n'y a pas de raison que dans le monde de l'entreprise et dans l'automobile ce soit différent. Et ça s'est bien passé pendant quelques années, mais à partir du moment de la maternité, là j'ai senti un vrai frein dans mes évolutions de carrière, dans les possibilités. On ne me voyait pas du même œil pour les formations, pour les évolutions, donc j'ai pris mon mal en patience, on va dire, mais c'est vrai que j'ai su bénéficier d'opportunités quand elles se sont présentées et je les ai pas lâchées. Oui, problème qui n'est pas inhérent à l'automobile. Virginie de Chassé, vous, quand vous êtes votre expérience personnelle de femme dans ce marigot d'hommes. Non, moi j'ai pas je peux pas dire que j'ai une expérience d'environnement difficile où on est martyrisé, ou c'est pas ça. Je pense même qu'on est plutôt protégé. C'est bien ça le problème. C'est qu'en fait on fait partie, on est
en tellement petit nombre. Et dans nos entreprises, notamment dans nos entreprises françaises, on est plutôt protégés. Ce qui est devenu intéressant, c'est ces dernières années, quand finalement il n'est plus devenu politiquement correct de dire que c'était normal d'avoir des équipes complètement constituées d'hommes. On prend conscience de la chose quand on rentre dans une réunion où il y a 45 personnes, on va s'asseoir, on dit bonjour à ses collègues, et que quand la personne qui rentre dit bonjour madame, bonjour messieurs, et que tout d'un coup on réalise qu'on est la seule, alors que ça ne devient même plus, c'est même plus un sujet. En fait, donc je dirais pas que j'ai vécu des choses difficiles ou pas difficiles. Plus on monte, plus on sent que la porte est étroite. C'est là que ça devient, un sujet. Quand on est plus jeune, on voit pas forcément les choses, d'autant plus que dans une entreprise comme PSA, il y a à peu près 20% de femmes qui sont dans l'entreprise, ce qui est assez représentatif des écoles d'ingénieurs. Enfin, donc c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est quand on monte et qu'on arrive à... il y a 4 ans, quand on a créé notre association, il y avait 6% de femmes dans l'encadrement supérieur. Et là, c'est devenu un sujet. Aujourd'hui, on est content, on en a 11%. Vous évoquiez les préjugés. Virginie Stauder, vous dirigez les concessions. J'imagine qu'au-dessous de vous, dans les ateliers, à la vente, etc., il y a essentiellement des hommes. Quel regard portent-ils sur vous? Ont-ils un regard particulier? Est-ce que ça change les rapports si vous appeliez Roger au lieu de Virginie? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense qu'ils ont un regard particulier, mais c'est un regard de fierté, je dirais, avant tout. Et je partage ce que disait ma voisine. J'ai fait 7-8 ans chez PSA avant de décider de prendre mon envol, de quitter la grande maison PSA pour devenir concessionnaire. Et chez PSA, j'ai eu une évolution de carrière qui s'est faite tranquillement. Et j'ai même été J'étais une des rares filles ingénieures déjà en relation avec le réseau de la distribution, et Dieu sait qu'on n'était pas nombreuses. Et on m'a proposé pas mal de postes pour, entre guillemets, donner l'exemple, tester ce que certains postes pouvaient donner, dirigés par des femmes. Et alors on m'a choyée. Forcément, comme on m'envoyait grosso modo au casse-pipe, on choisissait chaque fois dans mes diverses mutations, puisque dans des groupes comme ça, on est muté tous les 2-3 ans. Chaque fois, on choisissait des endroits sympas, on veillait à mon confort. Mais quelque part, derrière tout ça, il y avait la volonté de démontrer qu'une femme pouvait y arriver. Et j'avoue que j'ai fait ça avec plaisir, parce que j'ai créé derrière, chez beaucoup de mes collègues femmes, des vocations. Et beaucoup de femmes ont voulu me suivre. J'ai été la première femme chef d'atelier dans une filiale Peugeot. Et c'est vrai que derrière, j'ai pas mal de mes collègues qui étaient au marketing qui disaient « Ah bah oui, mais moi aussi j'ai envie de tester le réseau, et moi aussi j'ai envie d'essayer l'après-vente, parce que la voie royale dans une concession, c'est toujours la vente de véhicules. C'est jamais effectivement l'atelier, puisque c'est nettement moins valorisant. Voilà. Donc effectivement, j'ai été choyée et arrivée après patronne d'entreprise. Alors je suis en association avec mon conjoint. J'avoue qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi. Nous sommes respectés exactement de la même façon. Si ce n'est que moi, on m'appelle Virginie et mon mari, on l'appelle Monsieur. Voilà. Alors, ça ne m'a jamais gênée. Je pense que c'est spontanément. Je me présente toujours Virginie Stauder. Donc les salariés ont appris à m'appeler Virginie, à me vous voyez bien sûr. Mais je pense qu'ils sont fiers. Ils sont fiers aujourd'hui d'avoir une femme à la tête de leur concession. Et oui, ils le véhiculent et ils sont contents de le dire à d'autres. Jamila vous appelle Jamila au sein de vos équipes, vous appelle... Ah, faut le micro, sinon ça marche pas. Voilà. Oui, on m'appelle Jamila. Alors quand j'explique en plus que ça veut dire belle, hein, c'est un prénom arabe, ça veut dire belle, donc comme ça permet à tout le monde de bien mémoriser mon prénom. Bah, écoutez, moi je dois dire que personnellement, je n'ai jamais souffert en tant que femme dans l'industrie. Hein. Donc, je suis dans l'industrie depuis longtemps. Et peut-être que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir commencé en recherche et développement, où c'est quand même un endroit où on trouve plus de femmes. Donc, recherche et développement avec des projets, des résultats. Et puis après, tout s'est fait naturellement. Quand il y a eu des opportunités, à chaque fois, bon, j'avais un petit peu peur. Je me rappelle la première fois que j'ai été nommée directrice. C'était directrice commerciale chez Johnson Control. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais mon Dieu, je suis la seule femme. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, j'y suis allée et puis ça s'est très bien passé. Je n'ai jamais ressenti d'hostilité, on va dire. Hein. Mais moi, c'est vrai qu'il faut quand même
avoir un sacré caractère, je pense. Oui, mais vous êtes choyé un petit peu, pardon, comme disait Virginie. Vous êtes... Mais il faut avoir un sacré caractère pour réussir à s'affirmer. C'est vrai que la plupart du temps, enfin moi c'est exceptionnel, même encore aujourd'hui, et pourtant chez Forestia on est 27% de femmes, mais c'est rare qu'on soit plus d'une femme dans une salle de réunion. Donc il faut réussir à s'exprimer, à présenter ses résultats, ou des fois se faire chahuter quand les résultats sont pas très bons. Donc c'est quand même un environnement qui peut paraître difficile. Donc voilà, ça demande un sacré caractère. Quand les résultats ne sont pas très bons et que vous êtes un peu chahuté, on met ça sur le dos que vous êtes une femme, vous êtes incompétent. Il vous arrive d'être incompétent comme un homme? Ah, mais il m'arrive d'être incompétente comme un homme, d'être stupide comme un homme et d'être excellente comme un homme. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Chloé, vous arrivez. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez ça au jour le jour au sein de votre service? Est-ce que vous sentez que d'être une femme, c'est pas aussi évident que j'aurais pensé? J'imagine que quand on travaille dans certains secteurs d'activité, il est plus aisé d'être une femme que chez un constructeur automobile. Alors moi j'ai commencé ma carrière en cabinet d'avocat, donc j'étais juriste en droit des affaires avant de passer dans l'automobile, et en fait c'était beaucoup plus terrible que le monde de l'automobile. Donc quand j'ai rejoint Renault, moi j'ai commencé 2 ans sur le terrain, donc là aussi j'avais plein de clichés en tête où je me disais bon voilà, une fille vendeuse au milieu de beaucoup d'hommes, et c'est vrai il y avait beaucoup d'hommes autour de moi, et je suis revenue sur beaucoup des clichés que j'avais. Par contre je te rejoins Jamila parce que en fait il y a le début où il faut faire ses preuves, et une fois qu'on a fait ses preuves, ça devient beaucoup plus facile parce qu'on est la seule fille et qu'on a montré qu'on savait faire comme eux, et du coup ça se passe bien. Et au siège, c'est un peu la même chose, que ce soit avec mes collègues donc jeunes ou avec les responsables déjà. Il y a la période un peu d'observation où on attend que vous fassiez vos preuves, et puis une fois que c'est fait, moi je ressens pas pour l'instant la différence. Après peut-être que plus tard, au moment de la maternité, etc., je reviendrai et je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant en tout cas j'en sais. C'est pas prévu? Pas encore, non. Non, très bien. Non, pour savoir. Harry, est-ce que vous avez senti ça et on va finir ce premier chapitre, ces propos liminaires sur le difficile, entre guillemets, je pensais d'ailleurs beaucoup plus difficile que ça, parcours des femmes au sein des entreprises automobiles. Vous avez favorisé, des femmes sont venues vers vous en disant Monsieur le directeur, j'y arriverai jamais. Ils sont tous contre moi. Est-ce que vous avez senti ça, ou est-ce que vous avez jamais senti ça? Est-ce qu'aucune femme n'est jamais venue dans votre bureau en vous disant c'est pas possible, il y a un problème, c'est parce que je suis une femme, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que... Non, ce que j'ai ressenti très très tôt, ça a été ce que je considérais une injustice, et une injustice demande, quand elle est forte assez, demande une révolte, et la révolte conduit à un combat, et c'est celui que je mène depuis pas mal d'années avec Elisabeth et initialement les ailes de l'auto et Wave. Alors anecdote, non pas d'anciens combattants mais de combattants, je venais du secteur pharmaceutique, et donc comme l'une ou l'autre d'entre vous l'avait dit, aussi bien au niveau des études et surtout au niveau du boulot, je suis sorti d'une école d'ingénieur où il y avait 30% de femmes. J'ai également fait des études en commerce, et là il y avait 40-45%. Donc pour moi j'étais dans un monde, et puis on sort, et puis on se retrouve dans l'industrie pharmaceutique où il y avait à tous les postes de direction et dans tous les métiers une proportion de femmes qui variait entre 30 et 40%. Donc là on est dans un monde où on se dit voilà, c'est ainsi que ça se passe, et on n'a pas de ressentiment particulier. Et puis les circonstances de la vie faisant, je bascule avec grand bonheur dans l'automobile, et comme je l'avais raconté à Elisabeth et lors d'une session, quand je suis rentré dans l'entreprise, je me suis dit, après quelques jours, où sont les femmes? Ah, je pensais que c'était un stand-up. Il y en avait très très peu, et je dis c'est quoi ce truc? Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des freins à l'époque très très forts. Je me souviens, j'ai commencé mon métier dans l'automobile comme directeur informatique, rien que des hommes. Bon, je dis tiens, candidature, et je dis bien à la DRH, bon, vous me mettez tout ce qu'il y a comme candidature possible, je cherche le meilleur élément au masculin ou au féminin. Et en effet, j'ai des candidates au féminin, et puis j'avais encore un grand patron, et alors
je veux engager la personne parce que pour moi, c'est elle qui avait la compétence, le dynamisme, tout ce qu'il fallait pour compléter, fortifier une équipe. Et là, la première remarque était, oui, mais c'est une jeune femme, et si elle est enceinte, je dis, répétez un peu la question. C'était mon supérieur, mais là, je savais qu'on allait passer un moment difficile tous les deux, donc il répète la question. Je dis, écoutez, d'abord, on va s'organiser, et puis je suis sûr que c'est une femme qui est bien dans sa tête, donc quand ça arrivera, elle me préviendra, et on a pas mal de mois pour s'organiser. Bref, elle a été engagée, et d'autres ont suivi. Et donc, moi, je considère ce qui était un combat il y a quelques années s'ouvre tout doucement. Parce que je crois que la femme prend sa place dans l'automobile. Elle le fait, chaque femme le fait par elle-même. Ça, c'est certainement une chose, comme chaque homme le fait. En réalité, on construit bien souvent soi-même sa carrière, mais on peut avoir besoin d'un mentor, on peut avoir besoin d'un sponsor. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu être dans ce combat pour la mixité, la diversité au sens large du terme, mais certainement homme-femme. J'ai été toujours profondément choqué qu'une population qui représente une proportion de 50-50 ne se retrouve pas de la même façon naturellement dans l'entreprise. Je considère que l'entreprise est le reflet de la société. Donc si la société se partage en deux genres, l'entreprise doit se partager de la même façon en deux genres. S'il y a un nombre suffisant de personnes, statistiquement, c'est ainsi que ça doit marcher. Donc j'ai balayé tous les obstacles. Un petit mot, vous travaillez dans une société allemande. Est-ce qu'on est plus ou moins en avance, plus ou moins, est-ce qu'il y a plus de femmes? En retard par rapport à l'Allemagne, très très fort. J'ai été très très surpris, étant allemand moi-même. Donc j'étais habitué également à une autre vision de la mixité, de la diversité, de la répartition homme-femme, pour utiliser cette phrase, ou de l'équilibre homme-femme. Ça, c'est encore la phrase que je préfère. Et donc, il y a vraiment un combat à mener, non pas dans le sens combat dur, on n'a pas d'adversaire, on a des clichés, on a des habitudes. Ce que je trouve en France, c'est une présence trop faible des femmes dans certaines écoles. Donc là, on a déjà du mal. Et je crois qu'on a un rôle à jouer également, m'occupant également de la formation chez Mercedes. Avec beaucoup de directeurs et directrices d'école, chaque fois je dis faites une communication pour bien montrer que tous les métiers que vous enseignez, quelle noble mission, sont accessibles de façon égale, identique aux hommes et aux femmes. Et là, c'est déjà pour moi une bonne garantie que les déviances que nous connaissions avant, c'est-à-dire une mixité insuffisante, vont se corriger naturellement s'il y a les jeunes pousses qui arrivent. Pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Justement, vous évoquiez les métiers, Elisabeth. Est-ce qu'on a une idée dans quel métier de l'automobile sont particulièrement les femmes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Nous, on fait un baromètre avec Tana Sofres chaque année. Mais je voudrais revenir un peu sur la discussion précédente. Je pense que tout n'est pas rose dans l'automobile pour les femmes. Alors là, on a des bons exemples. Non, mais on va y venir. On va y venir sur la rositude des femmes dans la Moi, j'ai pas mal d'échos. Alors, il y a beaucoup de femmes dans la vente, notamment depuis le lancement de la marque Dacia en France, il y a une dizaine d'années, puisqu'il y a eu une politique très volontaire pour avoir 50% de vendeuses. Chloé qui est là est le bon exemple. Donc la vente est de plus en plus ouverte aux femmes, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'en distribution, on trouve beaucoup de femmes en secrétariat commercial, secrétariat après-vente, les fonctions support. Et on voit également que chez les constructeurs, les équipementiers, là, c'est surtout les fonctions ressources humaines et communication où les femmes sont très présentes. Elles ont du mal à passer en transverse pour pouvoir évoluer. Donc, il y a toujours ce fameux plafond de verre. J'aimais bien la phrase de Virginie tout à l'heure de porte étroite. C'est tout à fait ça. Mais ça empêche aussi les femmes de pouvoir bouger en transverse sur des autres métiers. Donc, RH, communication, marketing, elles sont très présentes. Jamila, vous parliez de marketing. Pourquoi les femmes, et après Virginie de Chassé, pourquoi en marketing, communication, pourquoi? Il y a une explication, il n'y en a pas? C'est comme ça? Virginie, en tout cas, il y a une explication au niveau des écoles. Il y a une explication au niveau des formations. Aujourd'hui, en tout cas en France, on a près de 50% de diplômés qui sont des filles
qui sortent d'écoles de commerce, alors qu'on est, comme je disais tout à l'heure, autour de 20% dans les écoles d'ingénieurs. Donc déjà, ça c'est une explication. Et c'est vrai que quand on voit, bon, pour prendre l'exemple de PSA, quand on voit un nouveau patron de la marque Citroën qui est une femme, c'est un grand succès. Quand on voit un site de production comme le site de Mulhouse qui est dirigé par une femme, donc une ingénieure, c'est un grand succès. Quand on voit un projet comme la Peugeot 2008 dirigé par une femme, c'est un grand succès. Enfin, c'est ça. Mais pour l'instant, si vous nous les énumérez, c'est que ça reste aussi des exceptions. Exactement. Oui. Les ingénieurs, les femmes ne sont pas intéressées par les métiers d'ingénieur, Jamila. Et vous êtes un exemple contraire d'ailleurs. Vous êtes bien la preuve du contraire. Oui, non, ce n'est pas une question de désintérêt. Vous parliez tout à l'heure de l'événement qu'il y a eu sur le salon la semaine dernière avec l'association Elle Bouge, où donc je faisais partie des marraines, hein, où on a accompagné 120 étudiantes, toutes d'écoles d'ingénieurs, hein, généralistes, donc c'était des écoles des mines, écoles d'ingénieurs à travers toute la France qui étaient là, qui sont intéressées par rentrer dans l'industrie, que ce soit automobile ou énergie. Mais souvent, elles vont commencer dans des métiers d'ingénieurs, donc de développement de produits, de programmes, et puis s'orienter après vers des métiers moins opérationnels, on va dire moins techniques. C'est pas une question de désintérêt, hein. Je pense que il y a quand même un frein, hein. Quand on dit, vous disiez tout à l'heure, plus on monte, moins on trouve de femmes. Dans les comités exécutifs, il y a très très peu de femmes, hein. Tout n'est pas de la faute de l'entreprise, hein. Il y a un frein qui vient de c'est nous-mêmes, culturel, hein. c'est sociétal, mais de nous aussi, de nous les femmes, hein. Pourquoi vous n'osez pas non, je dis moi j'ose, mais souvent on a peur, on se dit on va pas y arriver, comment je vais faire avec ma vie de famille, comment je vais faire avec mes enfants, et si, alors souvent moi je suis dans des groupes internationaux depuis toujours, il faut être ouvert à la mobilité, alors ça devient compliqué, comment je vais faire, mon mari va pas suivre, mes enfants, donc et on se dit bon, allez, ça devient trop compliqué, bon allez, je vais faire quelque chose où moi je pense que si quand même. Elisabeth, vas-y. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est une impression personnelle, mais qui est confirmée par cette étude de TNS Sofres. On a demandé aux femmes si elles étaient prêtes à faire les mêmes sacrifices que les hommes pour être promues, pour avoir des évolutions de carrière. Et toutes nous disent oui, on va s'arranger. Alors, c'est compliqué un petit peu, mais on va faire en sorte. Et en tout cas, c'est pas un frein pour nous. On n'a pas peur d'y aller. Et je voulais donner la parole à ce moment-là à Chloé, parce que je pense que chez les jeunes filles, c'est encore plus vrai, quoi. Elles n'ont vraiment pas peur de tout cet équilibre, et elles sauront le trouver. J'espère que c'est le cas. Chloé, vous n'avez pas peur? Non, mais c'est exactement ça. Moi, je sais que par exemple, il serait inenvisageable pour moi de me mettre en ménage avec quelqu'un qui serait pas prêt à me soutenir, parce que moi, j'envisage pas ma vie sans avoir une carrière. Alors peut-être qu'il y a des jeunes qui ne sont pas intéressés par ça, et je peux très bien l'entendre, mais il y a aussi des jeunes femmes qui ont envie d'évoluer dans les sociétés dans lesquelles elles sont, et c'est mon cas. Et moi, et ça passe malheureusement par le fait de bien choisir son conjoint, parce qu'on ne peut pas réussir toute seule. Ah, ça c'est sûr, mais c'est valable partout, hein. Dans le journalisme, ça marche aussi pas mal, hein. Mais donc effectivement, moi je crois que c'est aussi important pour l'épanouissement. Enfin, moi je ne m'imagine pas être au même poste dans 10 ans, quoi. Par exemple, pour moi, ça passera forcément mon épanouissement, à la fois par ce qui se passe à la maison, et ça c'est sûr, mais aussi avec ce qui se passe au boulot et avec la carrière éventuelle que je pourrais avoir et que je vais me créer, quoi. Virginie, ça reste un monde à part, l'automobile, ou c'est grosso modo comme dans toutes les entreprises? Quand vous parliez de porte étroite, plus on monte, j'imagine que dans la plupart des secteurs économiques ou industriels, c'est grosso modo la même chose. Non, oui, vous, parce que vous dirigez. Est-ce que c'est un monde à part ou c'est pas un monde à part? Si, c'est un monde à part quand même. C'est un monde à part quand même. On parlait de réunions dans lesquelles on se retourne et on est toutes seules. Moi, chaque réunion avec le parterre des 450 concessionnaires Peugeot, en dehors du noir et du gris, voilà, je cherche les femmes, et on est très peu nombreuses, effectivement. Ça marche aussi chez Mercedes le gris. Chez Mercedes, voilà, je crois que ça marche pas. D'un autre côté, la présence des femmes, ça ne les empêche peut-être d'être trop grivois et de se concentrer sur l'essentiel, non? Peut-être. Non, mais c'est très, pour être pragmatique, ça va plus vite. On parle pas du match de hier soir et on. Oui, non. Non, c'est une caricature. C'est une caricature, oui, vraiment.
Ouais. Ceci dit, nous aussi, on peut parler du match d'hier soir. Non, mais Oui, tout à fait, complètement. tout à fait. Et vous en avez pensé quoi? Hier, j'ai pas regardé. Je vous en prie. Je voudrais m'exprimer parce que Je vous en prie. j'ai participé à des réunions où j'ai été en contact avec tous les réseaux féminins d'affaires. Alors moi-même, j'ai recréé une entreprise, puisque moi, ma place dans l'entreprise, bien sûr, c'est exclu vu mon grand âge. Donc c'est la deuxième fois que je crée. Mais par rapport au réseau féminin d'affaires, ce que vous dites par rapport aux freins, c'est une réalité dans tous les milieux. Moi, j'ai côtoyé des femmes de tout type d'entreprise, de tout secteur. Donc ce n'est pas spécifique à l'automobile. Et vous avez un enfant, de toute façon, vous êtes pénalisé. Moi, c'est la plupart des échanges que j'ai eus. Donc, c'est... Ça freine, mais... Moi, je crois que les choses... Effectivement, ça freine, mais je crois que les femmes aujourd'hui en ont conscience et sont prêtes à faire des efforts. Et en tout cas, quand elles envisagent leur carrière, elles envisagent des solutions pour trouver effectivement un équilibre, hein, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont tirer une croix sur leur carrière parce qu'elles ont une vie de famille. Donc comme les hommes, elles sont prêtes à faire des efforts dans leur vie personnelle pour pouvoir accéder à des promotions. Est-ce que ce sont les efforts que les femmes entreprennent ou ce sont les efforts que les pouvoirs publics, notamment avec divers lois, textes, etc. Il y a des textes sur la place des femmes dans les conseils d'administration, il y a des textes surtout. Vous parlez beaucoup de grossesse et de femmes enceintes. Il y a une loi, elle n'est pas passée d'ailleurs, ce n'est qu'un texte, donc le temps qu'elle passe, on verra bien, mais qui invite les hommes à prendre tout autant de congés parentaux que les femmes. Donc pourquoi pas, c'est fait. Ça semble d'une simplicité. J'ai l'impression, on avait déjà eu cette impression-là il y a 2 ans, lors de cette discussion. On est dans un archaïsme culturel. Ça n'a rien à voir avec il me semble, vos métiers. C'est vraiment sociétal. Oui, moi je voudrais dire une chose, c'est que déjà, heureusement pour nous, le statut de femme enceinte ne dure qu'un temps. Ça ne dure pas très longtemps. C'est pas une maladie. Par contre, c'est pas une maladie. Par contre, la parentalité, ça dure très longtemps et c'est vrai pour monsieur comme pour madame. Donc, de toute façon, il y a forcément une dynamique générale qui se crée à partir du moment où il y a de plus en plus de femmes qui pensent comme Chloé et qui disent « je ne veux pas me mettre en ménage avec un abruti qui ne veut pas que j'ai une carrière ». Donc, donc, ça veut dire que de plus en plus de pères de famille entendent « bah écoute, moi, je ne peux pas y aller, hein, donc c'est toi qui y vas ». Donc, il y a forcément une dynamique générale qui participe du mouvement de société. Je crois que ce qui est plus récent et qui est vraiment un sujet, c'est le fait et là je reviens sur l'automobile, qu'on se rende compte, et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, que comment peut-on continuer à se couper de plus de la moitié de nos clientes, qui sont des clientes. Comment peut-on oublier que dans un salon comme celui-ci, il y a, si j'ai lu ce matin, un visiteur sur 3 qui est une visiteuse. Donc ce serait vraiment, alors qu'en plus l'automobile a quelques questions existentielles à régler, ce serait vraiment idiot de se couper d'un certain nombre de la valeur ajoutée des femmes qui sont dans les entreprises. Certes pas assez nombreuses, mais en tout cas c'est un des sujets qu'on porte dans le cadre du réseau que j'anime pour PSA. Moi, je crois que les lignes bougent et la démonstration que je voudrais en faire se base sur les éléments suivants. La première, il fut un temps où, c'est vrai, les femmes doutaient. L'élément masculin était dominant dans l'entreprise et au-delà d'un certain niveau qui n'était pas souvent très très élevé dans la hiérarchie, on ne trouvait plus de femmes. Donc c'était très très difficile, toutes les décisions se reprenaient dans un genre. Donc ça conduisait à tous les excès, à toutes les déviations qu'on a connues. Puis progressivement est venue cette ouverture, à mon avis, avec je crois 80-90% venant de l'énergie des femmes qui n'ont pas accepté cette situation-là, à niveau d'études égales. Pourquoi pas un poste équivalent à un homme, à niveau d'études égales, à performance égale, pourquoi pas une rémunération tout à fait égale. Donc il y a eu quelques murs qui se sont fissurés. 10%, je crois, viennent également de la part de la population masculine, parce que l'une ou l'autre l'a dit, on ne réussit pas tout seul, on a toujours besoin quelque part d'un autre ou d'une autre. Et je veux représenter, parce que je suis le seul ici, mais il y en a beaucoup d'autres qui se battent également parce qu'ils ont une vision de cette injustice, de cet non-équilibre entre hommes et femmes au niveau du boulot. Par contre,
Ce qui, pour moi, va accélérer les choses, c'est la démonstration qui a été faite par Chloé. Je crois que de plus en plus, les femmes vont avoir cette conscience, donc cette confiance. Qu'on parle d'archaïsme, les hommes vont s'en rendre compte également. Ça va s'accélérer. Mais on est au XXIe siècle quand même. Oui, oui. On n'est pas. On ferait ça au XIXe siècle. D'accord, je veux bien. Mais l'archaïsme maintenant, enfin, il n'y a plus. Oui, mais il y a encore des traces. C'est encore difficile, comme on l'a dit. Non, mais, dans les comités de direction, pour moi, lorsqu'on reprendra 50 entreprises, qu'on fera la somme de l'ensemble des membres des comités de direction et qu'on arrivera entre 30 et 70% de femmes, alors là, je considérais qu'on pourra dire que la féminisation a évolué. Tant qu'on ne pourra pas avoir la certitude d'avoir cette phrase-là, il y a encore des choses à faire. Donc j'utilise encore le mot archaïsme parce que le mur est fissuré, il n'est pas encore tombé. Donc il faut continuer à pousser. Et ce qui va aider, évidemment, c'est au niveau des écoles. Chaque fois que quelqu'un d'entre nous, au niveau des écoles ou au niveau des connaissances, peut inciter une femme à suivre des études, je crois que la probabilité, la chance, au sens statistique du terme, qu'elle a de réussir, est démultipliée, est décuplée par rapport il y a 10, 20 ans. Et donc c'est maintenant qu'il faut donner le coup, parce que la société est mûr pour cela. Comme vous le dites, nous sommes quand même en 2014, nous sommes au XXIe siècle. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il y a encore du boulot, Elisabeth. On ne sera pas encore en chômage technique pendant les 2-3 prochaines années, mais je crois que ça évolue bien. Pour Mercedes, pour vous le dire, il y a le poste de patron de marque. C'est quand même le poste numéro 1, être patronne d'une marque. Et le poste de responsable de tout ce qui est juridique, compliance, etc. C'est un poste, contrairement à l'expérience que vous avez vécue, où c'est un monde apparemment qui était assez dur vis-à-vis de vous en tant que jeune femme, eh bien, ce poste a été pris au sens positif du terme par une femme. Donc ça, c'est pour moi la preuve que ça avance. J'ai un comité de direction au centre logistique de Valenciennes. Je vous le donne en 1000. Il y a 5 personnes. À votre avis, il y a combien de femmes sur ces 5 ? 6. Qui dit mieux ? 4. Voilà, et ça s'est fait naturellement. Donc c'est la preuve. C'est QFD. Vous parlez de murs qui se fissurent au milieu des années 80. On parlait de plafond de verre. C'est la première fois que l'expression a été utilisée, c'est dans les années 80. Ce qui est de puissant, Djamila, ce sont les... Et là, vous êtes très très bien placés pour le savoir, vous mesdames. Ce sont les petits coups de pouce que vous avez, les réseaux féminins à l'intérieur de l'entreprise. C'est quelque chose qui est important, où vous travaillez, l'entraide intra-entreprise, dans l'entreprise, des femmes. Les femmes se tiennent les coudes dans l'entreprise ? Ou pas ? Ça existe, ça, ou pas ? Merci de votre témoignage, on a été ravis. Non, mais écoutez, moi je suis chez Forestia depuis le mois de janvier. Non, mais avant, on marraine l'association Elle Bouge, mais je n'ai pas connaissance d'un mouvement. De réseau spécifique ? D'un réseau spécifique de femmes. J'en connaissais, il y en avait un quand on était chez Valeo, mais... Écoutez, honnêtement, je n'ai jamais ressenti d'entraide où, tiens, c'est une femme, je vais lui donner un... Parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans toutes les entreprises, pas que l'automobile. Les bonhommes cèdent entre eux, tiens, je te donne ça, hop, tu prends la direction régionale de bidule et après tu prendras ça, etc. Ça cède. Il n'y avait pas ça avant chez les femmes. Même Virginie, puisque vous êtes... Dans les fonctions, si vous voulez, moi, au poste où je suis, quand j'étais chez Valeo, j'étais la seule à ce poste-là, c'est-à-dire diriger une petite business unit. Chez Forestia, je pense qu'au poste que j'occupe actuellement, je dois être la seule. Donc, je vois vraiment. C'est vrai que c'était tout seul, c'est plus. Mais oui. Alors, on est dispersé dans l'entreprise. Quand je dis là, on est 27% de femmes chez Forestia, ce qui est beaucoup. Au niveau des cadres, on est 21%, mais on est répartis dans tout le globe. Donc, localement, dans un business ou dans un département, on n'est pas très nombreuses. Donc, je ne ressens pas, moi, qu'il y ait une entraide entre les femmes pour... non, je ne sais pas. Peut-être que alors évidemment, vous devez ressentir ça chez PSA, puisque vous êtes à la tête de l'association... Je me dis qu'il faut absolument qu'on invite d'urgence Djamila. Vous voyez, je vous ai trouvé des amis. Au réseau PSA.
En fait, il y a 4 ans, quand on a créé ce réseau, on s'est dit effectivement, on est très peu nombreuses, donc allions nos forces. On est parti du constat, encore une fois, que les 6% de femmes dans l'encadrement supérieur n'étaient pas tolérables par rapport aux 20% de femmes dans l'entreprise. Donc on a monté un petit groupe de personnes qui avaient envie envie de s'engager, envie de porter le sujet, parce que sinon ça ne marche pas, et envie de porter le sujet de façon plus large dans l'entreprise. Donc aujourd'hui on fait quoi? On fait 2 choses. On fait du développement personnel auprès des femmes pour qu'elles osent, pour qu'elles se rendent compte que quand elles lèvent pas la main pour prendre un poste, ben, effectivement on va pas venir les chercher, parce que souvent on pense à leur place, on dit bah non, pas un tel parce que regarde son mari vient de prendre je sais pas quoi, ou regarde elle vient d'avant, etc., etc. Et on fait une deuxième chose, c'est que on porte des sujets chaque année pour l'entreprise, et donc on agit comme un think tank en portant une vision au féminin sur des sujets business. Donc on a été attendu, j'ai l'habitude de dire, quand on a travaillé sur le sujet du bien-être dans l'entreprise, en portant des propositions comme le télétravail, et ça c'était il y a 3 ans, on était beaucoup moins attendu quand on a sorti un premier rapport qui s'appelait Codes et culture automobile, ou quand on veut se mêler de projets automobiles. Voilà. Et quel est l'impact de votre de ce réseau sur l'impact qui contribue, je dirais qu'il participe d'une dynamique générale. On s'est toujours appuyé sur les ressources humaines, c'est-à-dire que c'est chacun son rôle. Tout ce qui est de l'ordre des processus, tout ce qui est de l'ordre de l'accord égalité homme-femme, etc., ça c'est porté par les ressources humaines. Et nous on vient comme un groupe de lobbying pour porter le sujet. On est entendu par le président, on était entendu et on a été, cette association a été créée. Écouté ou entendu? Écoutez. Voilà. Écoutez. Voilà. Cette association a été créée parce que Philippe Varin le voulait, et cette association, aujourd'hui, elle vit, et croyez-moi, Carlos Tavares a aussi des idées et des sujets à nous donner de travail. Donc, je pense que ça, c'est très important, c'est le fait qu'on soit correctement positionné. Et après, il y a un travail qui doit se faire, c'est-à-dire que quand on réfléchit et quand on travaille sur ces sujets en mode think tank, on travaille en forme de groupe de travail avec des hommes et des femmes de l'entreprise qui ne sont pas forcément dans le réseau et qui n'ont pas forcément cet engagement pour travailler sur le sujet. Elisabeth, évidemment, sur ce sujet, sur le réseau sur les réseaux à l'intérieur de l'entreprise pour permettre de briser cette timidité, puisque visiblement vous souffrez de timidité. Il y a un problème. On vous invite, sinon on serait pas là. Hein. On vous invite à être timide, mais où la société de toute façon invite les femmes à quelques timidités. Il suffit de voir l'Assemblée nationale, c'est exactement pareil, et le gouvernement non, mais voilà, mais c'est autre chose. Pour moi, les réseaux professionnels sont une des clés de la réussite des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a créé Wave, parce qu'on s'est dit sans réseau professionnel, sans entraide, ça va pas fonctionner. Aujourd'hui, cette entraide au sein du réseau, elle est marquée par les femmes qui aident des femmes, bien sûr, ça existe, hein, et j'en suis un exemple, mais aussi par les hommes qui prennent leur place. Donc Harry Salamon, effectivement, est très présent dans l'association, donne des coups de main, et la force de ce réseau, c'est d'avoir aussi des propositions, des offres d'emploi qui sont relayées sur le site, des membres qui peuvent dire voilà, moi j'ai connaissance de telle offre, pourquoi ne pas postuler, et ça permet d'avancer les choses, et ce réseau permet aux gens de se faire connaître. Donc dans le monde de l'automobile, alors malheureusement pour l'instant on est surtout en région parisienne, mais on aimerait se développer plus à l'extérieur et à l'international, mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre réseau permet aux gens de se connaître, de se mettre en relation et d'avoir des opportunités de carrière. Donc les coups de main sont vraiment un des avantages fondamentaux de notre réseau professionnel. Virginie Stauder, il est possible de réussir sans ou vous avez bénéficié de ces réseaux? Les réseaux féminins n'existent pas dans la distribution automobile. À l'époque où j'étais chez PSA, ils n'existaient pas encore. J'avoue que je devais être un peu timide, mais j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui étaient des vrais mentors et qui m'ont dit à certains moments, mais si tu dois te positionner, je suis sûre que tu vas y arriver. Et avant, mon conjoint, c'était des mentors. Aujourd'hui, c'est mon conjoint. Et c'est vrai que quand on nous pousse, on se rend compte qu'on est capable. Et du coup, maintenant, je suis capable de lever le doigt toute seule, effectivement. Dans la distribution automobile, c'est encore un monde différent.
des constructeurs. On est tous répartis, c'est une multitude de grands groupes, petites sociétés, avec des femmes nettement moins présentes, si ce n'est les métiers que vous avez cités, qui sont des métiers support de secrétaire commercial dans la comptabilité. Les vendeuses, effectivement, on essaye au maximum d'apporter de la mixité dans nos équipes, et Dieu sait que ça fait du bien à nos vendeurs. Après, les postes d'encadrement, tous les postes de chef de service, de direction de concession, c'est encore très très difficile. Nous réfléchissons au sein du CNPA à créer quelque chose. Je pense que ça vaudrait la peine. Notre nouveau président y réfléchit beaucoup. Et je me rends compte que parmi les élus du CNPA... J'allais vous poser la question, vous êtes combien? Dans les élus, femmes, très peu. Très peu. Oui, les statistiques n'existent même pas. Oui. Voilà, j'ai des statistiques de la branche des services de l'automobile, d'où mes anti-sèches. Sur les élus, très peu. Malheureusement. Donc effectivement, il y a quelque chose à faire parce que les métiers de la distribution sont des métiers peut-être encore plus techniques. Et on parlait des écoles d'ingénieurs tout à l'heure. Bon, je vois que les choses ont progressé. Si on est à 20% de filles dans les écoles d'ingénieurs, moi quand j'en suis sortie, on était entre 8 et 10. Donc les choses évoluent. C'est vrai qu'il est important que de plus en plus de filles aient envie de suivre des carrières techniques, en se disant que derrière les carrières techniques, ce sont des postes à responsabilité, mais qui sont plus trop des postes techniques. Et je crois que c'est ça qu'on ne sait pas quand on rentre dans une école d'ingénieur. On a l'impression qu'on va rester dans une bulle technique, et si on n'en a pas envie, on se demande quels vont être les débouchés. Donc on a beaucoup à communiquer aussi là-dessus, et nous, dans la distribution, on aurait besoin de jeunes femmes avec cette touche technique et qui pourraient nous accompagner dans le développement de nos concessions. Mais je vous promets, je poserai la question. Après-demain, il y a un atelier consacré aux métiers et compétences de l'automobile, en compagnie de tout Aéropage, de ces gens-là, etc., de l'éducation nationale, de la formation et des constructeurs, etc. Je poserai la question, et la transcription sera sur les sites, parce que c'est super bien fait, sur les sites du CCFA, du SIA. Non, mais oui, parce qu'il y a une dame qui tape tout, etc., ce qu'on dit, et c'est très très bien fait. Vous aurez ça dès demain matin, c'est valable pour tous les ateliers, et également en images un petit peu. Est-ce que vous avez été, Chloé, est-ce que vous avez été soutenue par les réseaux lorsque vous avez frappé à la porte de Renault? Vous êtes intégré tout de suite, vous avez été soutenu par les réseaux existants chez Renault. On sait que Claire Martin, notamment, qui n'a pu venir aujourd'hui, elle s'en excuse, puisque vous êtes peut-être des fans de Claire Martin qui étaient venus en nombre. On s'en excuse, elle a eu un rendez-vous de dernière minute, est très présente dans ces questions-là. Vous avez été soutenu ou pas du tout? Alors, la première chose à dire, c'est que déjà, avant même de rentrer dans les ailes de l'auto, moi, j'avais toujours eu cette sensibilité, je vais dire, là, même si j'aime pas le dire, mais à la cause féminine, entre guillemets, de par l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Et j'ai eu la chance, moi, quand j'ai été sur le terrain, de me retrouver sous la direction d'Elisabeth Young, qui à ce moment-là était ma directrice. Et en fait, c'était vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'avais cette sensibilité-là et j'ai pu la rencontrer, donc c'est elle qui m'a fait découvrir les ailes de l'auto. Et c'est vrai que chez Renault, alors on a un groupe qui s'appelle, je sais même plus, Women at Renault. Et le problème, c'est qu'en entreprise, par exemple, pour l'instant, moi j'ai même pas eu le temps de m'y inscrire. J'ai un travail qui me prend tellement de temps que je ne peux même pas y aller. Donc moi, les seuls réseaux, et je pense qui marchent dans mon cas, c'est les réseaux comme les ailes de l'auto, puisque déjà c'est en dehors des horaires de travail et qu'en plus ça permet de s'élargir la vision. Voilà, exactement, parce que moi je connais que Renault pour l'instant dans le monde de l'automobile, et à mon avis une entreprise n'est jamais représentative de ce qui se passe sur le marché, et le fait d'être un peu transversal comme ça me permet de découvrir tout. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup de chance de passer par ces réseaux-là, et même si je suis qu'au début de ma carrière, je suis convaincue que c'est forcément un atout pour évoluer plus tard. Après, ça peut il faut dire aussi que Chloé est chargée donc de la génération Y au sein de l'association Wave, les ailes de l'auto, et qu'elle met en place un programme de mentoring. Donc c'est peut-être l'occasion d'en parler, puisque cette force du réseau aussi, c'est d'être accompagné, d'avoir des gens derrière qui orientent, qui poussent quand il faut pousser, et qui donnent les bonnes cartes en fait. Donc si vous voulez être mentor ou menti, venez me voir. Oh. Vous avez évoqué tout à l'heure, Virginie Dechassey, la mise en place de certaines, entre guillemets, facilités, les réunions, de télétravail, donc les réunions qui commencent pas trop tard pour permettre. Est-ce que vous êtes sensible à ça, vu que vous dirigez, vous êtes directeur chez Mercedes, est-ce que vous êtes sensible à ça, de ne pas commencer une réunion, aller trop tôt
parce qu'on sait que ça va embêter, parce que c'est les femmes 9 fois sur 10. Ça aussi c'est moche. 9 fois sur 10, c'est voilà, heureusement que ça change. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous adaptez, et c'est pas du tout péjoratif, adapter le temps de travail de chacun, hommes et femmes, il se trouve que là nous parlons des femmes, pour que on puisse aller chercher à la sortie à la crèche. Moi, je vais sans doute faire une réponse clivante, mais de temps en temps c'est pas mal pour un débat. Mais d'abord pour le réseau, moi je crois que je n'ai pas vécu beaucoup de réseaux au féminin dans l'entreprise et même dans d'autres entreprises. Je n'y crois pas trop, en ce sens que le réseau militant ne doit pas être trop fort, parce que sinon ça va, je crois, à l'encontre des intérêts. Moi, je suis pour une intégration accélérée, mais une intégration partagée également. Et donc, je crois que autant les hommes, s'ils ne font pas des réseaux forts, ou s'ils sont mobiles, ou en fonction des événements, et c'est normal, le networking est important, je crois que je pense plutôt qu'une notion de réseau en dehors de l'entreprise peut être plus forte. Par contre, le travail que vous faites, Virginie, pour défendre, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, est utile certainement. N'y a-t-il pas non plus des réseaux, parce que les hommes se passent des réseaux, vu qu'ils sont partout, ils n'ont pas besoin. Le réseau est induit. Oui, mais il y a des sous-populations, il y a à un moment donné des ingénieurs, il y a des commerciaux. Donc la notion de réseau existe en permanence, je crois. Et celle qui... pour moi, le bon réseau est celui qui repose également sur la mixité, puisqu'il est le reflet de l'objectif que l'on veut atteindre. Par rapport à l'adaptation des horaires, etc. Juste une réponse sur... puisqu'il vous agresse terriblement, donc répondez. Je plaisante. Non, je me sens pas agressée, mais je pense que si on avait une démarche de militante, ça n'aurait pas marché. Voilà. Donc on n'a jamais eu ce positionnement de militante, et les groupes de travail et les sujets qu'on a portés et qu'on porte sont là justement pour qu'on vienne porter des sujets avec les hommes. Et au bénéfice, de toute façon, tout ça, c'est du triple gagnant. C'est gagnant pour les femmes, c'est gagnant pour les hommes, et c'est gagnant pour l'entreprise. Parce que c'est vraiment une dynamique collective. Donc tout à l'heure, enfin, quand on a commencé cette table ronde, j'entendais cause, combat. Je ne crois pas que ce soit, enfin, en tout cas pour nous qui sommes sur ces sujets, en ce qui me concerne, c'est pas un combat. Et je pense que si ça avait été un combat, ce réseau, en tout cas chez PSA, n'aurait pas pu exister. C'est parce qu'on n'était pas dans le combat. Et d'ailleurs, il y a 2 membres qui sont là. Et c'est parce que nous sommes des femmes posées, constructives, pragmatiques, qu'on a pu avancer et faire avancer les choses. Et justement, se détacher d'une image d'hystérique. C'était pas le propos. Non, mais c'était simplement pour éclairer. Moi, je disais, Virginie, c'était pour éclairer le propos. Réseau militant, voilà, vous dites là. Vraiment la même chose que moi. Et si je me suis permis d'utiliser le mot combat, c'est pour une époque antérieure où le combat, ça va peut-être vous surprendre, était plutôt du côté des hommes qui voulaient défendre la cause des femmes. Le combat était là parce qu'on se heurtait à d'autres hommes qui essayaient de temps en temps même de ridiculiser cette démarche, sachez-le. Oui, on le sait, ça. Oui. Et alors, par rapport à la question... Voilà, la question d'adapter les rythmes. La réponse clivante. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'horaire pour hommes, il n'y a pas d'horaire pour femmes, et on peut avoir une constellation telle que, en fonction des personnes que vous avez, que vous ayez soit venant d'hommes, soit venant de femmes, des demandes pour adapter des horaires, par exemple, ne pas nécessairement faire commencer la réunion à 18h, alors qu'on peut très facilement la commencer à 14h ou à 15h, et pas toujours reporter les réunions à l'heure où quelqu'un, homme ou femme, pourrait avoir, par exemple, une obligation familiale. Ça peut être chercher les enfants, homme ou femme, ou faire une activité. Donc, sauf si la demande vient, moi je ne fais pas de démarche proactive pour essayer de trouver un horaire pour homme, un horaire pour femme. Je n'y crois pas trop, parce que quand on voit la démarche de Chloé claire et nette, qui est de dire je vais chercher un compagnon qui aura la même vision
que moi des choses. Ça veut dire que quand il y aura des enfants, c'est ce que je vous souhaite évidemment, il y aura un partage des rôles où à un moment donné, l'une aura une réunion et l'autre ira rechercher l'enfant éventuellement à la crèche ou l'inverse. Donc je ne crois pas qu'il y ait de couleurs d'horaire, d'agenda, de mode de travail qui puissent se décliner au masculin ou au féminin avec des contraintes. Il y a simplement pour moi des demandes individuelles qui peuvent apparaître à un moment donné ou à un autre. Mais pour moi, je considère que leur origine sera 50-50 de nouveau. Un jour, ce sera un homme qui aura un problème parce qu'il a tel point particulier dans sa vie privée qui fait que la réunion du lundi matin à 8h, c'est pas possible. L'idéal pour lui, c'est à partir de 10h et inversement, je dirais. Voilà, donc elle est clivante, mais moi, je suis à l'écoute. Mais je ne commence pas à donner une Bible pour les hommes, une Bible pour les femmes, et c'est sans référence religieuse. Allez-y, madame. Après, vous voulez... prenez le micro. En plus. Voilà. Et c'est peut-être les hommes qui vont d'abord la contester parce qu'il y a l'entraînement de foot ou de tout ce qu'on peut imaginer. En attendant que les hommes soient enceints, de toute façon, ce qui ne devrait tarder. Écoutez, moi je pense quand même qu'il y a... enfin, je parle du secteur dans lequel on est, donc dans l'industrie automobile. Cette histoire d'horaire, ça demande une souplesse. Moi, je n'aimerais pas qu'il y ait systématiquement, puisqu'il y a Jamila dans l'équipe, on va commencer systématiquement à 10h et puis on va terminer systématiquement à 18h. Il y a une certaine souplesse à avoir. Il peut y avoir des urgences, une crise dans une usine, un appel d'offres auquel il faut répondre dans la journée. Donc il faut avoir une certaine souplesse. Ce qui me choquerait, ce serait que tous les jours, ça démarre à 7h et puis qu'on termine tous les soirs à 22h. Mais il faut savoir aussi s'adapter aux besoins de l'entreprise, je veux dire. Donc, moi, la carrière que j'ai réussi l'expérience que j'ai réussi à avoir dans cette industrie ne m'a pas empêché d'avoir 3 enfants. Hein. Donc, 3 enfants, dont des jumeaux, donc forte contrainte à la maison, etc. Donc, mais une grande souplesse aussi par rapport à l'entreprise, parce qu'on est quand même payé pour apporter des résultats, faire progresser son entreprise, son secteur, sa division, sa business unit. Donc une souplesse qui est demandée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Hein. Donc moi je sais que quand les gamins étaient petits, s'il fallait rentrer à 2h parce que la crèche m'appelait parce qu'une fièvre, je pouvais y aller, j'avais même pas besoin de demander une autorisation. Mais par contre, quand il y avait une urgence pour un client où il fallait résoudre un problème ou un problème qualité ou autre, je pouvais rester jusqu'à 2h du matin, ça ne me posait pas de problème. Et donc, vous voyez, et ça c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc ce que disait Harry, où effectivement il ne va pas mettre des créneaux pour les hommes puis des créneaux pour les femmes. Ouais. C'est une vie d'entreprise aussi. Donc, oui, la femme est un homme comme un autre, etc. Oui, etc. Voilà. Voilà. Et voilà, on ne peut pas réclamer un traitement égalitaire. Et puis, par contre, il faut quand même savoir s'exprimer, demander si on a un problème à la maison, je ne serai pas là ou j'arriverai tard. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez évoqué tout à l'heure, Virginie, vous avez évoqué le télétravail. Le télétravail, c'est une option qui est proposée, ça se fait pour les hommes ou pour les femmes, j'en sais rien. C'est une question, je suis assez peu pointu en télétravail. Alors le télétravail, Chez PSA, effectivement, c'est proposé et on s'aperçoit que les hommes sont tout autant intéressés que les femmes. Il y a des chiffres là-dessus, parce que tout à l'heure je t'ai lancé sur des chiffres, j'étais pas sûr que tu les avais. Là je te lance sur les chiffres, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas. Sur quel type de poste? Voilà. Sur tous les types de postes. Oui, y compris pour des cadres. Y compris pour des cadres, oui. C'est quelque chose qui a été lancé récemment. Il y a eu un pilote il y a 2 ans. C'est quelque chose qui a été lancé récemment. Je crois que ça existe chez Renault depuis plus longtemps. Et c'est effectivement une façon de travailler. De toute façon, aujourd'hui, on travaille par objectif. Le management par la présence, ça ne signifie plus rien compte tenu des outils de travail que l'on a. Donc... Chloé, votre expérience télétravail, ça marche bien chez Renault? La vôtre ou au sein de l'entreprise? Alors moi, pas du tout, mais je connais... On ne dira rien, vous pouvez y aller. Autant d'hommes que de femmes qui travaillent en télétravail autour de moi dans mon équipe. Harry, il y a ça chez Mercedes aussi? Oui, trop peu, à mon avis. Quel est le pourcentage? Les entreprises plus grandes comme PSA et Renault par rapport à nous, Mercedes France, quel pourcentage, grosso modo? On va suivre. Par contre, pour moi, la répartition sera certainement 50-50, à peu de choses près. Entre les hommes et les femmes, oui. Et quel pourcentage de salariés? Ces salariés
et S profitent du télétravail, on le sait, ça se développe, cette affaire maximum chez Mercedes, 10%. 10%, oui. 10%, c'est quand même pas mal. Mais pas du télétravail en permanence, c'est-à-dire avec une flexibilité de nouveau, comme il y a le sens de l'entreprise, pour moi ça doit se voir dans les deux sens. Il y a un problème client, on reste jusqu'à 2h du matin pour prendre les propos de Jamila, je crois que chacun de nous le fait, et à un moment donné on a une obligation, on a, j'espère, quelque part un supérieur hiérarchique qui a une compréhension, un esprit d'équipe qui tient la route, et alors on ne doit pas donner 45 explications, ni homme ni femme, on doit dire écoute je dois m'absenter pendant 2 heures, et voilà, et on règle une urgence qui peut être une urgence familiale ou administrative ou autre. Vous vouliez, Virginie, Non, justement. Vous acquiesciez, c'est très bien. On va simplement profiter de l'idée d'Elisabeth, et je trouve que c'est une bonne idée. Non, mais celle-là, je m'en souviens en plus. Donc, non, c'était une bonne idée. C'était les passerelles de compétences entre seniors, ce que tu représentes, et les... Non. Mais entre les gens qui ont beaucoup d'expérience, ce que tu représentes. Et si tu n'as pas d'expérience après 20 ans, tu n'as jamais d'expérience. J'ai une expérience, mais j'ai un esprit toujours très jeune. Mais j'ai un esprit très très jeune, et je dois être l'un des plus âgés sur le plateau, donc je peux me permettre. Et oui, et les générations montantes. Oui, non, c'était pas non plus comme ça. Ce sont des expressions journalistiques. C'est un peu ridicule quand on les entend très vite, mais ça se dit beaucoup. Écoutez le 20h de TF1 ce soir, il y en a 45. Non, voilà. On a un programme de mentoring, effectivement, qu'on met en place, puisque l'association Wave, les ailes de l'auto, existe depuis 7 ans, et moi j'aime bien quand les choses bougent, quand on fait des choses nouvelles. Donc c'est aussi pour ça que je vous regarde dans la salle, parce que je pense que vous pourriez y trouver un intérêt. En fait, on va demander à chacun de nos partenaires de définir 2 mentors qui vont suivre en fait des mentorés, des jeunes, alors jeunes filles ou jeunes hommes, et qui vont les aider dans leur carrière, donc à leur donner des conseils. Donc ça va se faire dans le cadre de relations régulières, entre les mentors et les mentorés, pour leur donner des conseils vraiment sur mesure, mais également pour voir l'évolution. Et pour nous, cette passerelle, cette aide au quotidien, en fait, est très importante. C'est pour ça que si parmi vous, il y en a qui veulent s'engager dans ce programme, nous aider, soutenir l'association en montrant ce que le monde automobile est capable d'offrir aux jeunes gens, hommes et femmes, vous êtes bien entendu les bienvenus, mais ça permettra justement de faire progresser la génération Y, la jeune génération, la génération montante comme on veut, en tout cas dans le secteur automobile, et de leur montrer qu'il y a un avenir et que leur carrière peut être faite dans l'automobile. Justement, la jeune génération, quand vous avez dit à vos camarades, à vos groupes d'amis, je vais bosser dans l'automobile, t'as dit... Alors moi, beaucoup ont ri parce qu'il n'y avait rien de plus éloigné de moi à ce moment-là que le monde de l'automobile. Après, je leur ai expliqué que sortant de cabinet d'avocat, c'est un peu ce que je vous ai dit, j'avais les clichés qui pour moi n'étaient pas si éloignés. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir ma sœur qui est passionnée d'automobile. Et c'est elle qui a fait, en fait elle est plus jeune, elle a fait l'école des ventes Renault et elle est donc vendeuse aujourd'hui. Et tout se passait très bien pour elle dans ce secteur-là, et c'est donc elle qui m'a poussée à rentrer dans ce secteur que je ne regarderai absolument pas. Et quelles sont les réflexions que vous entendiez quand c'était de l'ironie, c'était toi et la voiture, ça va pas? Non, c'était plutôt bientôt on va boire des bières, on va parler voiture avec toi, on va regarder Automoto. Oui. Enfin voilà, quand t'es une fille. J'aurais préféré Turbo tant qu'à faire. On peut la refaire avec mais, non, mais j'y suis plus, c'est pas grave. Mais... Et c'est vrai que moi, le monde de l'automobile, je le connaissais que par le prisme de ma sœur, et que j'étais pas plus intéressée que ça à la base, et ça change une fois qu'on y est. Et juste pour revenir sur les passerelles entre les générations, c'est vrai que l'idée nous est venue parce que moi, quand je me suis retrouvée là, c'est vrai qu'on est finalement pas beaucoup de jeunes dans ce monde-là, parce que déjà c'est un secteur en crise qui ne recrute pas beaucoup, et forcément quand on recrute pas beaucoup, la pyramide des âges se concentre vers le haut plutôt que vers le bas. Et du coup, moi j'avais un peu de mal aussi, ne serait-ce déjà que en tant que vendeuse, donc c'était un parcours jeune cadre, à me retrouver, à savoir comment être.
Et donc c'est là que nous est venue l'idée, parce qu'on disait on aurait peut-être besoin de quelqu'un pour nous aiguiller, puisque justement profitons du fait que nous sommes si peu nombreux dans la jeunesse à venir dans ce monde-là, et qu'on a bien beaucoup d'expérience au-dessus pour nous tirer vers le haut, en fait, pour soit éviter des erreurs, soit en faire mais nous les expliquer. Quels sont les types de conseils que vous avez reçus pour illustrer vos propos? Surtout ne jamais, toujours oser, parce que parfois on a tendance à se mettre des barrières nous-mêmes, et en fait ça sert à rien, les autres ils sont là pour nous les mettre, donc il faut essayer, et au pire des cas on nous dit non et puis c'est pas grave, quoi. Harry, que pensez-vous de cette initiative? Il y avait le mot conseil. Moi je dirais la chose suivante. Chloé a utilisé un mot que j'aime bien partager. C'est le mot passion, c'est-à-dire que pour moi, parlons d'abord un focus sur la femme. La femme qui choisit les métiers de l'automobile, si en plus elle aime cela, et donnez-moi une raison pour laquelle elle ne pourrait pas aimer l'automobile, je crois qu'il n'y en a pas. Eh bien, si elle aime cela, si elle a la passion, je crois que ça va bouter tous les archaïsmes dehors, ça va pousser la passion, parce que c'est ce qu'on recherche. Écoutez, à un moment donné, en tant qu'homme, j'aimais l'automobile, je voulais m'orienter vers cela, et voilà, donc ça c'est l'homme. Pour la femme, je crois que quand j'ai des candidates et que je sens une vraie passion, un intérêt, quel qu'il soit, c'est pas nécessairement toujours la vitesse, la puissance, etc. Ça peut être l'environnement, ça peut être le rôle social de l'automobile, ça peut être tout ce qui caractérise notre magnifique monde de l'automobile, en oubliant le car bashing totalement, et en pensant à ce qui nous fait vibrer. Moi, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, et en tant que femme, vous retrouverez de moins en moins de barrières, si comme vous l'avez dit, Chloé, pas de timidité, la passion en avant, pourquoi vous aimez ça, et il y a vraiment aucune raison de reculer, même si quelque part il y a de temps en temps encore un tout petit peu de difficulté. Ce sont des poches de résistance par rapport à cette mixité qui vont diminuer. Moi, j'en suis convaincu, mais je reprends le mot passion. En tant que personne, si vous apportez la passion à un recruteur, qu'il sent cela en vous, croyez-moi, la plupart vont oublier cette notion homme-femme et oublier toutes les discussions inutiles et malsaines là derrière pour en revenir à l'essentiel. Est-ce que cette personne, pour moi, représente un potentiel qui va m'aider dans mon succès, de ma direction, de mon département, de l'entreprise? Je crois que c'est une recette, si je peux faire Non, mais vous faites très bien la pub. Trait d'union avec Chloé. C'est très très bien. Moi, je voulais juste dire, effectivement, les femmes dans l'automobile viennent dans ce secteur parce qu'elles aiment ce secteur. Elles sont passionnées, mais pas passionnées au sens produit. On n'aime pas tout le produit, on n'aime pas aller forcément sur circuit, il y en a qui aiment. Hein. On a peut-être un peu plus de retrait par rapport aux produits que les hommes, mais en tout cas c'est vrai qu'on a cet attrait pour le secteur automobile. Donc moi, je ne suis pas une grande passionnée du produit automobile. J'aime beaucoup, j'aime conduire les voitures, mais ça ne m'a pas empêché de faire carrière dans ce milieu. Et en fait, je suis plus passionnée par le secteur, les gens qu'on y trouve, la façon de travailler, même si c'est compliqué, que par le produit. Donc n'ayez pas peur quand vous entendez Harry qui parle de passion automobile. Vous n'allez pas être obligé de parler performance automobile quand vous serez dans le milieu. Par contre, je voulais revenir sur le côté un peu moins rose de la vie dans l'automobile. Hein. Tout à l'heure, je t'en prie. Mais je crois que la ténacité aussi des femmes dans ce milieu, c'est quelque chose de très important, parce que quand elles arrivent à rentrer dans le milieu, là je parle plus de la distribution automobile, il y a une responsable d'atelier qui est là et je la félicite parce que c'est pas un poste facile. Bon, aller chez Mercedes, c'est peut-être une indication de l'accès, de l'implication d'Harry, mais en tout cas félicitations. Je pense que les femmes qui rentrent dans l'automobile, elles ont un petit peu de mal à y venir parce qu'elles sont attendues au tournant, et dans les 3 premiers mois, en fait, dans la distribution notamment, c'est fondamental de les intégrer, de les accueillir au mieux, parce que par leurs collègues notamment qui sont pas forcément briefés sur les enjeux, il peut y avoir des remarques blessantes, des indications qui leur laisseraient à penser qu'elles n'ont pas la place dans ce monde-là. Donc il faut vraiment, alors là je parle plutôt donc aux ressources humaines de groupes de distribution, il faut vraiment prendre soin à intégrer les femmes dans ce monde-là, parce que souvent elles se sentent rejetées et elles ne finissent pas leur période d'essai. Moi j'ai beaucoup de retours de ce type-là, et je crois que dans l'automobile, dans la distribution, il faut vraiment qu'on accentue l'intégration
l'intégration des jeunes femmes et des femmes. On va prendre un témoignage de Virginie Stauder. Vous sentez ça? Oui, alors je partage complètement. Alors en tant que femme patronne d'entreprise, bien sûr, j'essaye d'apporter le maximum, d'apporter la mixité et d'intégrer les femmes, mais effectivement, les équipes de vendeurs, là, je pense que Chloé l'a vécu, quand une femme arrive et qu'en plus elle se révèle être potentiellement compétente, les vendeurs prennent peur et du coup ils deviennent méchants parce qu'ils ont peur qu'elle devienne meilleure qu'eux. Non, mais ça c'est mais entre garçons ou hommes, c'est pareil, non? Non, c'est encore pire parce que ça fait appel à leur fierté et c'est terrible. Donc là, charge à nous, et dans les groupes de distribution ça doit être le cas. Il faut faire attention aux équipes dans lesquelles on les intègre. Je crois que le premier poste est le poste le plus difficile parce qu'on découvre le métier, on découvre le secteur. Donc là, il faut veiller à ce que l'encadrement soit à l'écoute pour leur permettre de passer cette étape. Après, je crois que si elles ont passé cette étape, elles sont quels sont les outils pour permettre cette intégration? C'est du management. C'est du management, de l'accompagnement. Encore une fois, il ne faut pas trop en faire. Les choyer, on n'est pas dans cette optique-là. Justement parce qu'après, ce sera trop différenciant et à force de différencier... ça va pas. Donc non, mais il faut simplement les accompagner. Il faut que les managers soient là pour recadrer éventuellement les éventuelles dérives. Et c'est tout. Et après, la commerciale fera sa place par ses compétences, simplement. Vas-y, Elisabeth. Un autre élément important, c'est que les femmes qui ont réussi et qui sont dans ce monde, qui s'y sentent bien, prennent la parole et fassent passer justement le message qu'elles ont réussi, que c'était compliqué, plus ou moins, mais avoir des modèles comme ça qui puissent se communiquer. Et c'est là où on n'est pas structuré, encore dans la distribution, et les femmes ne se font pas encore suffisamment entendre. J'espère que dans les grands groupes de distribution, des choses se mettent en place, mais sur le reste des réseaux très diffus, c'est vrai qu'il n'existe pour l'instant pas grand-chose, on n'a pas de réseau. Quand il y a 2 ans, on avait essayé d'inciter nos réseaux à créer un réseau de femmes comme le nôtre, et on s'était heurté au fait qu'on nous dise mais il n'y en a pas assez. tu veux mettre qui en réseau? Oui, c'est un petit peu votre cas, Jamila. Vous êtes un réseau à vous toute seule? Bon, moi je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Non, mais je ne suis pas toute seule. Ce que je voulais dire, c'est que pour avoir des réseaux efficaces, il faut qu'il y ait un certain nombre d'échanges possibles, de possibilités de débats, de discussions. Bon, ceci dit, moi je suis dans le réseau des ailes de l'auto aussi depuis des années, qui est un réseau mixte. Elle l'a dit au début, Elisabeth, mais c'est vrai. Bon, et ça fonctionne bien. Donc dans ce réseau-là, oui, il y a de l'entraide, mais dans l'entreprise. Bon, personnellement, je ne sais pas, j'en ai peut-être pas eu besoin non plus. Je n'ai pas été à la recherche d'entraide entre femmes. Entraide avec mes collègues hommes, oui, ça existe. Bah oui, comme dans toute entreprise. On a éludé tout à l'heure, ou j'ai éludé rapidement tout à l'heure la question des lois, et très très rapidement, parce que ce ne sont que des lois, les trucs qui se mettent en place au niveau des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement, au niveau... est-ce que ça aide? Est-ce que ça vous aide, j'allais dire presque au quotidien? Est-ce que ça donne une nouvelle vision? Est-ce que ça n'aide pas? Est-ce que c'est simplement du marketing, le politique suivant évidemment les évolutions sociétales, ou pas? Elisabeth, Harry, je ne sais pas. On travaille avec Ethic and Boards. C'est un organisme qui mesure la part des femmes dans les conseils d'administration. Et depuis l'année dernière, on a créé un palmarès spécifiquement dans l'automobile, donc les 30 sociétés internationales qui travaillent dans l'automobile. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est disponible sur notre site. Ça vous montre une pyramide intéressante que vous retrouverez en détail. Mais en fait, la moyenne dans ce palmarès de l'automobile, sur les 30 sociétés qui ont été étudiées, est de 14% de femmes dans les conseils d'administration. Alors, il y a les grands gagnants, c'est Michelin pour la France, avec 37%. Michelin qui est partenaire de Wave. Est-ce que c'est moins que la moyenne des grandes entreprises françaises, ou 14%, c'est à peu près équivalent. La moyenne est à peu près équivalente. Par contre, on a des bons élèves, donc
je vais les citer parce que ma voisine est seconde, donc c'est vraiment une très belle performance. Donc Michelin d'abord, PSA, General Motors, et ensuite après on descend, on a Valeo, on a Daimler, Renault, Volkswagen, donc Faurecia également, qui est juste au-dessus de la moyenne. Donc on s'aperçoit que les quotas ont été bénéfiques également dans le monde de l'automobile et que la France finalement n'est pas mauvais élève, on aurait pu le craindre, mais on est plutôt bien placé au niveau international. Harry. Pour moi, le cadre légal est un cadre à minima. C'est en termes de réseau ce qu'on appelle un backbone, c'est quelque part un support, mais c'est pas le tremplin. Moi, je crois que le tremplin doit venir, par exemple, avec des associations de type Wave ou des animations ou les journalistes qui ouvrent évidemment, comme je disais, la formation. Virginie, au niveau du CNPA, avec Francis Bartholomé, j'ai encore vu à une inauguration. J'ai dit la formation, la mixité dans la formation. Isabelle, qui est dans mon réseau, je me permets de le dire ainsi. Pour moi, c'est une des rares femmes chefs d'atelier. Mais pour moi, comme je dis, même s'il n'y en a qu'une, c'est la première. On ouvre la piste. Il y a des chefs de magasin, Isabelle, n'est-ce pas? Il y a d'autres collègues à vous dans le Sud, trop peu, mais elles ouvrent la piste. Donc pour moi, le cadre légal, il le faut. Elisabeth se bat pour cela également, mais je considère que, par exemple, Wave avait signé avec chacune des entreprises des chartes avec les RH. Ça, je considère un levier extraordinaire, surtout également qu'au niveau des RH de beaucoup d'entreprises, on a quand même en France un bon taux de féminisation, donc il y a une écoute et donc un relais efficace, mais on revient de nouveau à l'initiative personnelle. Chaque femme doit se présenter et considérer qu'elle doit avoir, qu'elle a, par principe et par nature, les mêmes chances qu'un homme, et qu'il y ait encore quelques petites barrières à abattre, c'est certain, mais avec cette idée-là initiale en tête, il y a déjà beaucoup de portes qui s'ouvriront, quelquefois en claquant, mais elles s'ouvriront, et c'est ça l'essentiel. Faut espérer. Pour aller quasiment presque conclure, et c'est revenir ce que vous disiez, Virginie, au début de cet atelier, plus de femmes dans l'automobile, pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? Sans parler, qu'est-ce que ça va apporter à l'automobile? Moi, je suis complètement, moi, tu sais bien. Voilà. Quel impact cela va-t-il avoir sur le monde roulant de demain? J'espère un impact très favorable. J'espère aussi. Voilà. Non, mais concrètement, assez concrètement. Non, assez concrètement, il s'agit de mettre sur le marché des produits qui répondent à ce que les clients attendent, et c'est-à-dire encore une fois des clients qui sont des clientes, et ça veut dire aussi ne pas faire des voitures, ne pas faire faire à des femmes des voitures pour des femmes et à des hommes des voitures pour les hommes, mais faire à des équipes mixtes qui portent tous les points de vue des voitures adaptées à ce que le marché veut, un marché qui est constitué d'hommes et de femmes. Voilà. Donc c'est ça le sujet, et c'est un peu. Oui, mais ça reste très très général. Vous faites non, c'est pas très très général. Je vous assure, c'est pas très très général. Ça veut dire dans une équipe projet, ça veut dire dans une équipe projet, ne pas accepter qu'il n'y ait pas une représentation suffisamment significative de femmes. Ça veut dire au minimum 30% de femmes dans le projet. Quand on est en dessous de ces 30%, enfin les études montrent que quand on est en dessous, c'est pas la responsable de la carrosserie qui parle, c'est la nana. C'est la femme qui a parlé, et on écoute une femme, oh là là, alors elle est très émotive, et puis t'as vu comment elle parle, ou alors elle s'est énervée, elle est carrément folle dingue, enfin voilà. Donc c'est ça, ne plus tolérer que dans un projet véhicule, ne plus tolérer que dans la distribution, que dans le marketing, que dans tous les niveaux, continuer à s'indigner pour ne plus tolérer qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes pour représenter les clients. Voilà. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait au début ce que je disais assez brillamment au début. C'est que en fait le monde n'est pas assez féminin. Si le monde était dirigé par des femmes, il se mettrait pas sur la tête un peu partout dans les trois. Alors voilà. Ça c'est un autre sujet, mais effectivement. Si, oui. Voilà. Voilà. Et on va faire un tour de table comme ça pour savoir ce que les femmes, ou plus de femmes dans le monde automobile,
pourrait concrètement apporter? Je pense qu'on a parlé de la vente, de la distribution, des constructeurs, des équipementiers, de leur place dans les fonctions. Pour moi, ce qui me paraît fondamental et qu'on voit assez peu, c'est la place des femmes dans les ateliers. On sait que 80% des femmes viennent faire réparer les voitures, donc c'est elles qui se chargent d'aller dans le garage et de faire en sorte que la voiture soit entretenue. Et en fait, dans les ateliers, on n'a quasiment pas de femmes. Pas de femmes dans les compagnons mécaniciens, pas de femmes chez les techniciennes et pas de femmes non plus à l'accueil. Or, quand on fait le test de mettre des femmes dans les ateliers, on s'aperçoit qu'elles font beaucoup mieux passer les factures, les devis. Donc ça, c'est déjà un avantage. Qu'elles savent répondre aux questions techniques. C'est vraiment un avantage, ça, d'ailleurs. Que les hommes, en fait, c'est vrai, ont en général moins tendance à négocier quand il y a une femme en face parce qu'ils ne veulent pas parler. Oui, mais c'est lamentable. Si l'industrie automobile utilise les femmes pour nous voler de l'argent. Elles ont une empathie naturelle. Elles peuvent parler technique de façon aussi facile pour pouvoir faire comprendre. Donc je crois que dans la distribution automobile, notamment, la part des femmes dans l'atelier est très importante et devrait se développer. Je vous en prie. Juste un mot, puisque c'est une sorte de tour de table. Oui, c'est un tour de table. Juste un mot, c'est que ça, c'est pas spécifique à l'automobile, mais je crois que les modes de management des femmes sont pas exactement les mêmes. On n'active pas exactement les mêmes leviers que ceux des hommes. Donc là aussi, c'est intéressant pour les organisations d'avoir aussi des femmes qui sont en situation de management. Virginie? J'adhère à 100%. J'ai une femme réceptionnaire en mécanique qui fait des étincelles. Effectivement, elle a une empathie qu'aucun des garçons n'avait eue jusque-là. Elle est capable d'expliquer les choses, de vulgariser la technique qu'on lui a apprise pour la rendre accessible à ses clients masculins comme féminins, parce que tous les hommes ne sont pas logés dans rien du tout, même. Et de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas à connaître ce qu'il y a sous le capot. Exactement. Et ça se passe très très bien. Donc effectivement, il faut féminiser tous les endroits d'une concession. Et effectivement, il faut des équipes mixtes pour fabriquer la voiture, il faut des équipes mixtes pour l'entretenir. On en a besoin plus que jamais. Et vous, en tant que boss, vous apportez quoi par rapport à un bonhomme? J'apporte justement la conviction que je peux mettre lorsque j'explique à une secrétaire véhicule d'occasion que ce serait bien qu'elle tente le métier de réceptionnaire mécanique et qu'elle réussisse 2 ans après. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça marche. Jamila? Les femmes, l'automobile, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Vous êtes ingénieur. Est-ce qu'un ingénieur femme est plus à d'autres leviers? C'est le mot que je cherchais, mais j'aime bien le mot. À d'autres leviers qu'un ingénieur homme? Mais écoutez, moi ce qui m'intéresse dans une équipe, c'est la diversité entre hommes, femmes, mais également la diversité culturelle. Je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans des groupes internationaux et ce qui est fascinant, mais on se régale quand on a une équipe. Chez Faurecia, c'est très souvent le cas avec des Français, des Françaises, des Allemands, des Chinois, des Russes, mais c'est passionnant. Ça vous donne des points de vue différents, ça vous donne des réactions qui sont liées à sa personne, à sa personnalité, sa culture, et c'est cette diversité-là qui fait la richesse d'une entreprise. Donc hommes, femmes, mais également diversité intellectuelle, culturelle. C'est ça qui est important. C'est la diversité aussi de la provenance des écoles d'ingénieurs. Il n'y a rien de plus triste qu'une équipe de direction où vous n'allez avoir que des polytechniciens ou que des X-Min. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une diversité de l'origine, d'avoir des universitaires, d'avoir des ingénieurs d'écoles très spécialisées en mécanique ou d'écoles généralistes. C'est ce mélange qui fait la richesse d'une entreprise. Et pas spécialement, le genre, pour reprendre un mot d'Harry. Voilà, mais simplement on voit pas la même chose, on traite pas un problème de la même façon, on n'a pas le même ressenti par rapport à une situation difficile. Donc plus les équipes sont mixtes, mélangées, je veux dire, plus c'est enrichissant pour l'entreprise et le projet. Chloé, vous êtes et l'avenir de l'humanité et l'avenir de Renault. Ça fait un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous avez... Non, mais on demandait la femme dans l'automobile, pourquoi faire? Moi, ma question, c'est... non, pas pourquoi faire. Non, c'est ce que vous allez... poser. Et moi, je réponds, mais pourquoi cette question? Enfin, je suis une femme, et c'est pas parce que je suis une femme que je dois forcément travailler dans le mascara. Quelle est la touche que vous allez apporter? Quelle est la touche que vous allez
Y a-t-il une touche différente? Je pense, personnellement, pour ma part, je pense qu'il y a certaines voitures qui seraient beaucoup moins agressives au design, simplement au design, beaucoup moins agressives si c'était des femmes qui les pensaient. Oui, après, c'est vrai qu'il y a forcément des choses qui sont différentes lorsqu'on est une femme et qu'on travaille dans un monde qui est plutôt à la base masculin. Mais ce clivage-là, pour moi, il ne doit pas réellement exister. Moi, je veux qu'on me reconnaisse en tant que salarié qui fait ses compétences. Et je ne veux pas forcément ramener sur l'avant de la scène que je suis une femme et que forcément, parce que je suis une femme, ça va être un petit peu différent. Mais vous avez une sensibilité qui naît... Ça, on ne peut pas nier qu'il y a une sensibilité qui est différente. Mais... Et la question très mal posée par moi-même était, est-ce que ça peut éventuellement transpirer dans le produit, dans le produit final? Il faut déjà que les femmes accèdent aux postes qui sont vraiment clés et qui permettent de définir le programme. Parce que c'est vrai que pour l'instant, comme l'ont dit mes collègues, c'est encore rare les femmes qui sont dans les groupes de projets et qui pilotent réellement ce qu'on va retrouver sur le marché de l'auto. Pour l'instant, nous sommes malheureusement plutôt sur les fonctions support, comme le disait Elisabeth, la RH, le marketing, et on est encore peu dans le cœur du produit et dans le cœur de ce qu'on va retrouver sur le marché. Mais il est évident qu'aujourd'hui, avec les efforts qui sont faits au niveau des études, au niveau du fait de dire aux filles que oui, tu peux être une fille et tu peux travailler dans l'auto, tu peux faire autre chose que de la mode ou autre chose que L'Oréal dans ta carrière. Et du coup, ça viendra forcément avec, je pense, ma génération, et c'est de l'en dessous à changer, c'est certain. Tu peux faire de l'automobile parce que tu le veux bien. Harry, vous, que pensez-vous? Les femmes peuvent amener évidemment Mercedes est une marque assez virile quand même, assez... Je ne sais pas, je ne la définis pas ainsi, Absolument. Absolument. Non, mais aujourd'hui le dessin des voitures est assez masculin. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est pas... Je ne sais pas, encore faudrait-il s'accorder sur ce que c'est un critère masculin et féminin. Et là, croyez-moi, on aurait énormément de difficultés à trouver peut-être ce clivage. Je crois que c'est une... que peuvent apporter les je reviens à la mauvaise question, parce qu'il n'y a pas de mauvaise question. Les femmes de non, c'était prévu. Pourquoi faire? Ah ben justement, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses. Alors, je dois faire attention à ce que je dis. Donc, pourquoi faire? Plus de créativité, plus de richesse. Moi, je crois que quand on est dans une équipe, il faut se donner toutes les chances, toutes les cartes dans son jeu. Comme dans un jeu de cartes, on n'a pas que des valets, des rois ou des. On a une diversité, comme l'a dit Jamila. Je crois qu'il y a une diversité de gens, comme je l'ai appelé, hommes-femmes, voilà, pour ne pas utiliser des mots qui sont un peu surexploités par certains politiques. Une mixité homme-femme, mixité générationnelle, mixité culturelle, mixité un peu d'origine. Je crois que là, c'est de là que vient la richesse d'une équipe, et toute personne qui a des responsabilités, et pour soi-même et surtout pour les autres, c'est-à-dire faire grandir une équipe, être un bon exemple pour les jeunes qui montent, justement, les former comme manager de demain, manager homme-femme de demain. La dimension mixité, si on devait mesurer, pour moi il y a une très très forte corrélation entre le succès d'une équipe et à la base sa diversité. Et donc je suis particulièrement attentif à jouer sur cette carte de la diversité, suivant différentes dimensions. Au niveau de Wave, on se focalise surtout sur la dimension, évidemment, présence suffisante de femmes pour assurer justement ce catalyseur de nouvelles idées, d'approches différentes, de points de vue différents, sans que je ne les nomme masculin, féminin. Moi, je n'oserais pas créer une typologie d'idées typiquement féminines, d'idées typiquement masculines. J'ai l'impression qu'on prend là un prisme de lecture déformant. Je n'y crois pas. C'est quelque part chacun, deux hommes, j'espère, vont également avoir des idées très différentes. Un homme et une femme vont avoir des idées très très différentes parce que c'est ainsi. Et je crois que ça, c'est la force d'une équipe. C'est une conclusion pas mal. Ça fait homme, femme, tout égal. Oui, monsieur, vous vouliez dire? Je vous en prie. Des relations avec les garagistes. Elle se pointe et elle dit voilà, j'ai besoin de changer les plaquettes. Les plaquettes, bien sûr, mais les disques aussi, et puis peut-être autre chose. Et là, ah oui, peut-être la voiture. Pourquoi? Parce que je suis mécanicienne. Alors je n'ai que les plaquettes à changer.
Maintenant, elle est chargée des relations dans ce groupe avec tout le parc d'entretien de l'Élysée. Voilà un exemple de parcours. Mais vous savez, moi qui suis un grand spécialiste de la mécanique, ça se voit. Hein. On me raconte à peu près n'importe quoi. Je veux dire, ça c'est un autre problème. Enfin, mais quand c'est une femme, c'est identifié tout de suite. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Harry, le seul garçon de ce plateau. Oui, brillant. Merci, d'ailleurs tous brillants. Chloé, Jamila, Elisabeth, Virginie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le prochain atelier sociétal, c'est vendredi. C'est raconter l'histoire de l'automobile. Ce sera également passionnant. Il y a beaucoup moins de femmes, malheureusement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ça se retrouve sur le site du ccfa.fr avec le script. Pour ceux qui ont pris des notes, il n'y avait pas besoin. Et avec les images aussi. Et un nouveau montage. Merci beaucoup. À bientôt.